Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti aujourd'hui pour le 1481e épisode de l'After Zappimage. On débute comme d'habitude avec le programme de la journée au Qatar. Ça démarre à 11 heures avec un match qui concerne justement le groupe de l'équipe de France. La Tunisie va affronter l'Australie, les Aigles de Carthage qui peuvent faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire face aux Australiens. 14 heures, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard va tenter de confirmer après l'exploit réalisé face à l'Argentine. L'Arabie Saoudite va affronter la Pologne de Robert Lewandowski qui a été très décevante sur la première journée. 17 heures évidemment les amis, l'équipe de France qui retrouve la sélection danoise que l'on avait déjà retrouvée il y a 4 ans du côté de la Russie, que l'on a retrouvé aussi lors de la Ligue des Nations. Ça s'est d'ailleurs pas très bien passé pour l'équipe de France récemment face à la sélection danoise. C'est pas une sélection qui nous réussit, donc un match qui va être difficile pour les Bleus. D'ailleurs les amis, on fera évidemment un débrief de cette rencontre et puis on termine à 20 heures avec là aussi un match très très important. C'est une finale quasiment pour l'Argentine, tout comme pour le Mexique, les deux nations sud-américaines qui vont s'affronter ce soir à 20 heures et on le sait, ça va être très très chaud cette rencontre entre Argentins et Mexicains. On démarre d'ailleurs les amis du côté de l'Argentine avec des déclats de Lionel Scaloni, le sélectionneur en conférence de presse qui nous dit les gens savent que ce groupe a beaucoup donné, on sait tous aussi que on a confiance en nous. On va bien, on sait que ça va être un match très important, mais au final, le résultat dépend de nous, de notre prestation sur le terrain, et on va tout donner. Autre déclat de Lionel Scaloni qui nous parle aussi de la date anniversaire, puisque ce vendredi, c'était la date anniversaire du décès de Diego Maradona. C'était il y a 2 ans, le 25 novembre 2020. Lionel Scaloni qui nous dit c'est un triste jour pour le monde entier. On va essayer demain d'apporter un petit peu de joie à Diego depuis l'au-delà. C'est toujours incroyable de penser qu'il n'est plus avec nous. Une dernière déclat de Lionel Scaloni sur l'état physique de Léo Messi. Alors il est vrai qu'on a des rumeurs depuis quelques jours qui annonce que Léo Messi n'est pas en grande forme et qu'il y a peut-être des pépins physiques. Lionel Scaloni en conférence de presse a annoncé hier: je ne sais pas qui a répandu cette rumeur, Messi va très bien, il est plus fit que jamais, il est très bien physiquement, il est très bien aussi moralement, il n'y a aucun doute, il n'y a aucun problème pour Léo Messi. On continue les amis avec l'équipe de France, des déclarations de Didier Deschamps. Premièrement, Didier Deschamps interrogé sur la sélection danoise. Est-ce que c'est une équipe sous-cotée? Réponse du sélectionneur qui nous dit: ça je peux vous le confirmer, j'ai dit plusieurs fois que cette sélection danoise était sous-cotée par rapport à sa valeur réelle. Elle nous a fait beaucoup de misère, donc il faudra faire en sorte qu'on inverse la tendance, sans parler de revanche ou quoi que ce soit. C'est une équipe qui a toujours la capacité de changer de système, ce qui peut amener des difficultés différentes. C'est une sélection qui, de par son organisation, gêne beaucoup l'équipe de France. On enchaîne avec une autre question hier lors de la conférence de presse. Ça concernait notamment l'utilisation d'Ousmane Dembélé. Est-ce que justement parce que l'équipe de France va affronter un adversaire qui sera évidemment plus coriace que l'Australie, Didier Deschamps allait sacrifier notamment Ousmane Dembélé qui a plus un profil offensif pour faire rentrer quelqu'un qui a peut-être plus d'aptitude défensive? Réponse de Didier à cette question: demandez-moi directement si je vais le faire jouer ou pas, comme ça c'est plus clair. Il y a des joueurs offensifs qui sont capables de bien défendre. Il a progressé énormément sur ce plan, parce qu'on lui demande aussi ça dans son club au Barça. J'en parle avec lui, c'est plus de l'ordre du placement pour avoir des efforts moins importants à faire. Sur ce match, il y a 2 situations où il a été un peu défaillant. Là, il nous parle du match face à l'Australie. Je lui ai dit de corriger cela et il l'a plutôt bien corrigé. Normalement, les amis, Ousmane devrait débuter cette rencontre face au Danemark. Dernière déclat et réponse de Didier Deschamps à une question d'un journaliste qui évidemment s'est projeté sur la suite de la compétition. 8e de finale, possibilité d'affronter l'Argentine ou le Mexique. Alors ça les amis, ça dépendra aussi de ce qui va se passer durant la journée. Évidemment que avant le début de la Coupe du Monde, on pouvait se douter que ce serait l'Argentine ou le Mexique pour l'équipe de France, peut-être la Pologne. Mais pour le moment, l'équipe qui est plutôt bien partie dans le groupe, c'est l'Arabie Saoudite. Donc bon, c'est quand même des prévisions un peu lointaines. Donc Didier Deschamps a répondu: on ne pense qu'au Danemark.
J'espère que vous pourrez me reposer la question plus tard. On s'occupe de notre groupe, on verra ce qui se passera dans le groupe qui nous concerne en cas de qualification. Bien sûr, le deuxième match peut être décisif pour toutes ces équipes. Nous, on ne va pas faire les beaux et mettre le coq plus haut qu'il ne l'est. On a la possibilité, comme toutes les équipes qui ont gagné le premier match, d'être qualifiées en gagnant ce deuxième match face au Danemark. Voilà, on ne se concentre que sur ce match face à la sélection danoise. Voilà, on n'est pas encore qualifié pour l'équipe de France et on est encore très loin d'être qualifié pour l'Argentine et le Mexique. Quelques infos, les amis, qui concernent justement la composition d'équipe probable des Bleus pour affronter le Danemark. Il va y avoir des changements par rapport à l'équipe qui a affronté l'Australie, surtout dans le secteur défensif, puisque Raphaël Varane devrait faire son retour comme titulaire avec l'équipe de France. Raphaël Varane qui devrait remplacer Ibrahima Konaté. Pourtant, ça a plutôt bien fonctionné pour Konaté. Donc, on verra si c'est un choix payant de Didier Deschamps. Benjamin Pavard devrait lui débuter sur le banc de touche. Il devrait être remplacé par Jules Koundé. Et l'autre changement, évidemment, c'est le forfait de Lucas Hernandez, remplacé par son frangin Théo. Autre information, là, les amis, qui concerne l'équipe de France, c'est la dernière d'ailleurs, sur les Bleus. Kingsley Coman était de retour à l'entraînement hier après avoir manqué la séance de jeudi. Alors, Kingsley sera certainement sur le banc de touche. Il pourra peut-être entrer en cours de jeu. Ensuite, on continue, les amis, avec cette fois-ci les informations qui concernent les matchs de la veille. Première victoire pour une sélection africaine, le Sénégal qui s'est imposé hier 3-1 face au pays hôte, le Qatar. Boulaïdia qui marque un petit peu avant la mi-temps sur une erreur d'un défenseur qatari. Ensuite, on a Famara Diédhiou, début de seconde mi-temps, le but de la tête de Muntari pour le Qatar et le troisième but de Bamba Dieng sur un gros boulot de Jacobs côté sénégalais. Victoire assez logique et maîtrisée de la part des Lions de la Teranga. Boulaïga a été d'ailleurs élu homme du match de cette rencontre exceptionnelle pour lui qui il y a encore 4 ans jouait du côté de Jura Sud. Une petite statistique, le Sénégal a marqué 3 buts en Coupe du Monde seulement pour la deuxième fois de son histoire, après un match nul face à l'Uruguay en 2002. C'est aussi la première fois que les Lions de la Teranga remportent un match par plus d'un but d'écart dans la compétition. Petite déclat de Aliou Cissé qui nous dit que c'était un match difficile, compliqué et très décisif parce que les deux équipes avaient perdu le premier match. Je crois qu'on a maîtrisé la rencontre en première période, notamment sur le plan technique. On a eu plus le ballon et on aurait pu marquer peut-être plus de buts. En deuxième mi-temps, on a marqué très tôt. On a été peut-être un peu déséquilibré parce que le Qatar a joué aussi pour gagner. Malheureusement, on prend ce but qui est évitable. Mais on savait qu'on pouvait marquer ce troisième but. On est satisfait de la prestation des garçons, notamment celle d'Edouard Mendy qui nous a longtemps maintenus dans le match. 2 arrêts très importants pour Edouard Mendy hier. Ça fait du bien pour lui parce que il a été quand même fautif sur le premier match face aux Pays-Bas. On continue, les amis, avec des informations qui concernent la sélection qatari, pays hôte de ce mondial. Alors, il aura fallu attendre la 61e minute du deuxième match de cette Coupe du Monde pour les Qataris pour cadrer leur première frappe. Donc c'est très, très léger, évidemment. Le Qatar est déjà éliminé de son propre mondial. Qatar est le premier pays organisateur de l'histoire de la FIFA à se faire éliminer après seulement 2 matchs de phase de groupe. Il n'y aura aucun intérêt pour les Qataris sur la 3e journée. En tout cas, évidemment, l'honneur de bien terminer, mais voilà, ils sont déjà éliminés. Les Qataris, on les a vus quand même très très faibles sur les 2 matchs. L'autre rencontre du groupe, les amis, c'était ce duel entre les Pays-Bas et l'Équateur. Score final 1 partout. Magnifique but de Cody Gakpo à la 6e. L'égalisation de Valencia, début de seconde mi-temps, 49e minute. Le deuxième but déjà pour Cody Gakpo du côté des Pays-Bas dans ce mondial. Véritable crack, Cody Gakpo, le joueur du PSV, qui est promis à rejoindre très prochainement l'une des plus grandes écuries européennes. Alors, il y a beaucoup de clubs qui sont très intéressés par Cody Gakpo. C'est la seule satisfaction de la rencontre du côté des Pays-Bas, parce que le match des Oranges a été très très compliqué. Les Pays-Bas n'ont tenté que 2 tirs sur cette rencontre face à l'Équateur. Le but de Cody Gakpo et un autre tir en seconde mi-temps. C'est le plus faible total pour une nation européenne lors d'un match de la Coupe du Monde depuis qu'Opta analyse la compétition. Donc les amis, depuis plus de 50 ans, jamais une nation européenne n'avait tiré aussi peu dans une rencontre de Coupe du Monde. 2 tirs pour les Pays-Bas
15 pour les Équatoriens qui ont touché la barre transversale, qui ont eu un but refusé pour hors-jeu en première, mi-temps, qui ont dominé tout simplement. L'Équateur a dominé cette rencontre face aux Pays-Bas et l'Équateur aurait mérité de s'imposer. On continue avec la déclaration de Louis van Gaal, le sélectionneur des Oranges, qui nous dit on n'a pas fait un bon match. On a bien joué sur la possession de balles de l'adversaire, mais pas quand on avait le ballon. C'est notre problème. Ça avait été déjà le cas lors de la victoire face au Sénégal. Tous les duels, tous les seconds ballons ont été gagnés par les Équatoriens. On ne pouvait pas gagner cette rencontre. L'Équateur aurait pu gagner, mais ils n'ont pas eu beaucoup l'occasion, même s'ils ont tiré sur la barre. Je suis satisfait du 1 partout, mais pas de ce match. Le bon point, c'est d'avoir pris un point contre un bien meilleur adversaire que nous. Je pensais que l'Équateur jouerait à un très haut niveau. J'avais dit qu'il serait plus fort que le Sénégal. Il faut simplement améliorer notre jeu de possession. On doit travailler là-dessus. On continue avec quelques stats du côté de l'Équateur pour Ener Valencia, qui a de nouveau marqué après avoir inscrit un doublé lors de la première journée face au Qatar. Il a de nouveau marqué hier. Ener Valencia, c'est 2 matchs, 4 frappes. Les 4 sont cadrés et ça fait 3 buts pour Ener Valencia, qui est devenu aussi d'ailleurs hier l'un des rares joueurs à avoir marqué les 6 derniers buts de sa sélection lors d'un mondial, puisqu'il a marqué les 3 derniers buts du mondial 2014 de l'Équateur et les 3 donc de ce mondial 2022. 4e joueur seulement dans l'histoire à avoir marqué 6 buts consécutifs pour sa sélection sur l'histoire tout simplement d'une compétition, en l'occurrence la Coupe du Monde. Et c'est aussi la première fois pour une nation sud-américaine qu'un même buteur marque 6 fois consécutivement en Coupe du Monde. Malheureusement, les amis, c'est peut-être une bonne nouvelle pour le Sénégal. La sortie d'Ener Valencia en larmes sur civière. Alors, il avait déjà été touché lors de la première journée. Là, on n'en sait pas vraiment plus pour le moment, en espérant que ce n'est pas trop grave pour lui, parce que ça peut être un très gros coup dur pour la sélection équatorienne. Voilà le classement du groupe, les amis. Les Pays-Bas en tête avec 4 points. L'Équateur deuxième, 4 points. Troisième, le Sénégal, 3 points. Donc vous l'avez compris, il y aura une finale dans 3-4 jours entre les Pays-Bas et entre le Sénégal et l'Équateur. Ça va être un match très très agréable à suivre, parce que ça va être du costaud sur le terrain, avec évidemment une sélection sénégalaise qui est dans l'obligation de s'imposer. L'Équateur, lui, n'est pas dans l'obligation de s'imposer pour se qualifier. On continue avec les autres rencontres de la veille, notamment la victoire de l'Iran, 2-0 face au Pays de Galles. Chechmi, 98e minute, avec un but, une frappe lourde de l'extérieur de la surface de réparation. Et puis ensuite, on a Rezaïan qui marque quelques petites secondes plus tard, 2 minutes plus tard, à la 90e plus 11, d'un joli lob astucieux. À noter que Wayne Hennessy, le gardien du Pays de Galles, a été expulsé un petit peu avant la 90e minute pour cet attentat sur Mehdi Taremi, une sortie complètement folle et non maîtrisée qui annule évidemment une occasion de but. Ça fait carton rouge, premier carton rouge de cette Coupe du Monde. Victoire logique et méritée pour la sélection iranienne. Le Pays de Galles a été de nouveau très décevant, comme sur la première journée face aux États-Unis. On continue avec le dernier résultat de cette journée de vendredi, ce match entre l'Angleterre et les États-Unis, 0-0, match triste où on n'a vu quasiment aucune occasion franche. On a vu plutôt d'ailleurs une domination américaine avec quelques séquences très intéressantes côté américain, très très pauvre du côté de l'Angleterre. Je pense que le vrai niveau de l'Angleterre se situe plutôt sur cette rencontre face aux États-Unis que sur la prestation face à l'Iran, parce qu'hier c'était très très moyen ce qu'ont proposé les Anglais, voire même on peut le dire très décevant. L'une des rares satisfactions anglaises sur cette rencontre, c'est Harry Maguire défensivement, qui a été très bon, très à l'aise, très costaud défensivement. Statistique pour les États-Unis, qui ont concédé leur premier match nul 0-0 en Coupe du Monde pour leur 35e match dans la compétition. C'est aussi la première fois que la Team US réalise un clean sheet contre une nation européenne depuis 1950, donc il y a 72 ans. C'était face à l'Angleterre, et une victoire 1-0. Petit déclat de Greg Berhalter, le sélectionneur des États-Unis, après la rencontre. Il a été questionné par les journalistes. Qu'est-ce que vous voulez voir pour le dernier match face à l'Iran? Il nous dit je veux voir des buts. Voilà le classement du groupe. L'Angleterre en tête, 4 points. L'Iran deuxième, 3 points. Troisième, les États-Unis avec 2 points. Donc comme vous pouvez le constater, on aura aussi une finale entre les États-Unis et l'Iran. Alors
deux pays qui sont opposés par le sport sur ce match, mais deux pays aussi qui sont opposés politiquement. On continue avec des informations cette fois-ci, les amis, qui concernent Neymar. Alors on en a parlé hier, Neymar est blessé au niveau du ligament latéral de la cheville droite. Neymar est déjà forfait pour affronter la Suisse, ça sera lundi. Il est forfait aussi pour le dernier match de la phase de groupe face au Cameroun. Neymar devrait donc faire son retour normalement pour les huitièmes de finale, évidemment s'il y a qualification du Brésil, mais bon, on va évidemment partir sur le fait que la sélection brésilienne va se qualifier. Neymar devrait donc rejouer à partir donc des phases à élimination directe. Petite déclat du Ney qui nous dit: c'est l'un des moments les plus difficiles de ma carrière. Et encore une fois, c'est en Coupe du Monde. Je suis blessé, mais je suis sûr que je vais revenir. Je vais faire le maximum pour aider mon pays et mes coéquipiers. Je suis fils de Dieu de l'impossible. On continue, les amis, avec quelques petites informations. Premièrement, une petite réaction d'Hervé Renard. Alors, vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux cette vidéo qui est sortie, la causerie lors de la mi-temps face à l'Argentine d'Hervé Renard, qui était une causerie assez musclée. Hervé Renard qui nous dit: je peux être dur, plus doux, je fais des blagues, je souris, mais là c'est vrai que sur cette vidéo je suis tout le temps en train de crier, de m'énerver. Honnêtement, je n'aime pas trop me voir comme ça. Vous pouvez retrouver cette causerie sur les réseaux sociaux. Notamment, il a eu un petit mot pour un de ses défenseurs qui regardait selon lui un petit peu trop Léo Messi jouer. Ensuite, on continue avec une déclaration de Walid Regragui, sélectionneur du Maroc, qui nous parle notamment de l'organisation du mondial. Il nous dit: l'organisation au Qatar a fait beaucoup de bruit, mais le football est universel. On ne peut pas jouer qu'en Europe ou dans les pays qui ont une forte culture football. Il faut aller dans des zones à défricher. Walid Regragui a annoncé que ça serait très bien d'avoir, pourquoi pas, un pays maghrébin qui organise la Coupe du Monde, peut-être dans quelques années. Ensuite, une petite information justement qui concerne le Maroc qui jouera demain face à la Belgique. La blessure de Noussaïr Mazraoui évolue positivement. Son entourage est confiant pour la suite de la compétition. Malgré tout, il y a un gros doute sur sa présence demain face au Diable Rouge belge. On continue avec une petite déclaration de Luis Enrique, le sélectionneur de la Roja espagnole. Vous le savez peut-être, Luis Enrique, il réalise, je ne sais pas si c'est quotidiennement ou alors peut-être une ou deux fois par semaine, il réalise des lives sur Twitch. C'est assez novateur comme concept pour un sélectionneur pendant un mondial. Et hier, lors de ce live sur Twitch, il nous a fait une masterclass, Luis Enrique, en nous disant: si Ferran Torres marque et qu'il suce son pouce pour célébrer, je le sors du terrain définitivement. Et ce mec ne reverra pas le terrain avant un moment. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Ferran Torres est en couple avec la fille de Luis Enrique. Donc si évidemment il y a cette célébration de sucer son pouce, ça veut dire que la fille de Luis Enrique est enceinte. Alors évidemment tout ça c'est sur le ton de l'humour, mais c'était assez marrant cette déclaration de Luis Enrique. On termine, les amis, avec une information hors Coupe du Monde qui concerne un joueur qui est présent à la Coupe du Monde, qui a d'ailleurs marqué avec le Portugal, João Félix, qui selon Marca aurait décidé de quitter l'Atlético Madrid. Il aurait demandé à son agent Jorge Mendes de lui trouver une porte de sortie dès le mois de janvier. Alors João Félix est en grande difficulté du côté de l'Atlético Madrid et on a l'impression que le courant ne passe plus du tout avec Diego Simeone. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude de lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas les amis à vous abonner à la chaîne, et puis pour ceux qui le souhaitent, on se retrouve aux alentours de 19 h pour un débrief de l'équipe de France. Je vous laisse et je vous dis à cet après-midi. Ciao.